Bonjour à tous, bienvenue à cette séance d'information sur l'appel de projet qui est proposé par l'ESA. Je vais laisser d'abord Alexis, Philémon, merci d'être là aujourd'hui avec nous. C'est à toi. Bonjour, merci. Yeah. Avant de débuter, je vous propose d'abord, en levant la main, qui en est à sa première expérience avec les forces fraîches aujourd'hui? OK, quand même, quand même. Excellent. Bienvenue. Bienvenue chez vous. Les Forces fraîches, c'est peut-être en résumé, là, c'est une communauté qu'on a fondée en 2020, deux organismes, deux entreprises d'économie sociale, le Mangrove et le BIM à Saint-Adrien. L'intention au départ, c'était de soutenir les entrepreneurs et les porteurs de projets qui migraient à travers le Québec pour les inspirer, les outiller, leur donner des contacts, pour être capable de lancer des projets dans leur communauté d'accueil. Puis de fil en aiguille, cette communauté-là a grandi pour en devenir principalement une communauté d'entrepreneurs et porteurs de projets à impact un peu partout au Québec. C'est une communauté de pratique d'intelligence collective. Notre but, c'est d'inspirer, outiller, favoriser le maillage. Et donc, on offre une série d'activités, souvent des cliniques gratuites virtuelles. Il y a des rassemblements aussi qu'on organise. On essaie aussi d'organiser des missions qu'on appelle entrepreneurial à impact pour matcher des entrepreneurs puis des territoires. Tout nous intéresse. Donc, si jamais vous avez des sujets, d'ailleurs, il y a un groupe Facebook d'intelligence collective, puis un groupe sur LinkedIn aussi. Ces groupes-là vous appartiennent. Donc, si vous avez des questions, des problèmes, ces groupes-là sont là pour que spontanément, vous pouvez demander, vous cherchez un terrain, vous cherchez des idées, vous cherchez de l'argent. Il y a plein d'organismes, de gens qui vivent les mêmes expériences que vous un peu partout au Québec, qui ne demandent que ça, de partager leur expérience. Donc, n'hésitez pas à les utiliser, ils sont là pour vous. Les prochaines activités des Forces fraîches, là, on a le 19 mars en clinique virtuelle à midi avec Martin Saint-Denis, qui est un économiste, qui est un expert en recherche de financement. Donc, il y a une foule de cordes à son arc, là. Je vous invite fortement à en profiter gratuitement pendant 1 heure. Il va être là pour écouter vos projets puis vous donner des pistes de solutions pour votre financement. Là, on a aussi le 27 mars, Marie-Claude Dugal du gouvernement du Canada. Enfin, elle vient vous donner les outils pour ceux qui ont une offre de service qui pourrait répondre aux besoins du gouvernement du Canada. Donc, Pro-Service, c'est pas mal toutes les provinces, tous les ministères fédéraux. Ils ont besoin de pas mal toutes. Fait que architecte, aménagement, TI, événementiel, facilitation. Fait que si c'est le genre de projet que vous aimeriez un jour répondre à un appel de projet du fédéral, n'hésitez pas à y participer. C'est gratuit, donc le 27 mars. Et on travaille également avec des partenaires dans la grande région de Québec. On travaille avec les Forces fraîches se sont alliées avec Destination Québec-Cité, ainsi que les MRC de Portneuf, Jacques-Cartier, Île-d'Orléans, Côte-de-Beaupré, puis le territoire autochtone de Wendake, pour réfléchir à comment favoriser le développement d'une offre touristique responsable et durable sur 4 saisons en nature à la grandeur du territoire. Ça a amené, après 1 an et demi de concertation, au développement d'une communauté entrepreneuriale qui s'appelle la communauté Montagne et Nature. Donc, c'est une communauté, encore là, l'idée, c'est de mobiliser, de créer des espaces d'intelligence collective pour permettre aux entrepreneurs, aux porteurs de projets de connaître les ressources disponibles sur le territoire, de créer des partenariats, puis ultimement développer des projets dans ce sens-là. Il y a un fonds aussi qui a été mis au service des entrepreneurs de 1 million de dollars. Il y a des financements jusqu'à 100 000 dollars par projet. Le fonds est de 1 million de dollars. Pour y participer, il y a un concours entrepreneurial. Tous les détails sont sur le site www.montagne au pluriel et nature au singulier.ca. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Alexis et Philémon de l'ESA. En gros, je vous invite à présenter l'ESA, vous présenter votre organisation, puis à partir de là, la parole est à vous. Si vous avez des questions, tout le monde, je vous invite à lever votre main électronique. On va aller jusqu'au bout de la présentation. Ça va durer une vingtaine de minutes. Après, vous allez pouvoir poser vos questions. Puis finalement, on aura encore une demi-heure. Donc, si on est allé au bout des questions, puis que tout le monde est rassasié pour l'appel de projet, on profitera des dernières minutes pour échanger sur vos projets, voir si on peut s'entraider un petit peu là, avant 1 heure aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, Alexis, Philémon, la parole est à vous. Bonjour à tous. Alexis, je ne sais pas si tu veux te présenter avant, puis ensuite j'enchaîne. Oui, parfait. Donc, mon nom, c'est Alexis Baillargeon-Fournel. Je suis urbaniste à la coopérative de travail L'Enclume, puis je suis la responsable de l'appel à projet qu'on vous présente aujourd'hui. Je vais repasser la parole à Philémon. Bonjour, moi c'est Philémon Gravel, je suis architecte et ébéniste de formation et aujourd'hui je viens avec mon chapeau de président du conseil d'administration de l'ESA. Donc là, l'objectif, on va passer vite fait sur les grandes lignes de l'intention, le contexte, pour arriver vite fait
le show du sujet, qui sont les questions par rapport à l'appel à projet. Donc, déjà, l'ESSA, c'est quoi? L'ESSA, c'est le regroupement des entreprises d'économie sociale et solidaire en aménagement. Donc, c'est des OBNL ou des coops qui œuvrent dans le milieu de l'aménagement, que ce soit des architectes, urbanistes, designers, des gens qui travaillent dans l'immobilier, qui ont décidé de se mettre ensemble pour essayer de voir comment ils pouvaient partager des connaissances, des outils, faire du maillage entrepreneurial, des collaborations et surtout diffuser les valeurs de l'économie sociale en aménagement et de l'économie sociale en général. Notre organisation est assez jeune. On existe depuis 2 ans. On est enregistré récemment, mais on est quand même déjà 63 membres. Et l'idée, en fait, qu'on a pris à travers le programme du PSES, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est un programme du ministère de l'Économie qui visait à financer le développement de secteurs stratégiques en économie sociale. Le nôtre, c'est le secteur de l'aménagement. Et à travers l'opportunité de ce programme-là, on a décidé ensemble d'aborder une question qui est un enjeu important pour nos membres, qui est celle de la requalification des bâtiments existants ou des sites vacants en projets immobiliers collectifs. L'objectif de tout ça, c'est quoi? Ben, c'est déjà, ça touche à plusieurs expertises de l'ESSA. L'objectif, c'était de favoriser de la création d'entreprises en économie sociale et aussi d'avoir une offre alternative au développement immobilier conventionnel. Tu peux passer, Alexis, mettre un peu en contexte pourquoi ce sujet-là nous intéresse. Bien, on sait qu'il y a une crise climatique, une crise du patrimoine, selon nous. Le secteur de la construction, c'est un des secteurs qui est le plus néfaste en termes de développement durable. C'est 35 de tout ce qui est enfoui au Québec qui vient du milieu de la construction, rénovation, démolition. 40 des émissions de GES à travers le monde sont produites par le secteur de la construction. Puis on sait aussi que ça prend plus de 80 ans. C'est le temps nécessaire d'un bâtiment neuf pour amortir son empreinte carbone. Donc, l'adage que vous connaissez sûrement tous, le bâtiment le plus vert est celui qui existe déjà. C'est un peu la clé ou le thème de ce programme-là. Ensuite, il y a aussi la crise du patrimoine. Ça, c'est quelques données sur seulement les églises. Il y a beaucoup, beaucoup de lieux de culte en ce moment qui sont désaffectés et ben, le secteur privé se désintéresse de ces projets-là. C'est des projets qui essaie d'être porté par les communautés, mais il manque d'expertise pour ce qui est de développer la bougie d'allumage pour faire en sorte que ces projets-là lèvent de terre. Et donc, si tu peux passer à Alexis. Tout ça, en fait, ça vient d'un constat, c'est l'abandon de beaucoup d'immeubles d'intérêt collectif. C'est une problématique qu'on juge être pan-québécoise. On parle de l'immeuble d'intérêt collectif, on tend des ensembles conventuels, des bâtiments publics excédentaires, des lieux de culte, du patrimoine industriel. Vous en avez sûrement tous dans vos régions que vous connaissez, qui attendent en vain un projet qui n'arrive jamais et pour lequel le privé se désintéresse. C'est un peu cette problématique-là qu'on voulait aborder à travers le programme Le Parc. Et donc, les constats qu'on essaie de résoudre ou au moins qu'on essaie d'adresser à l'intérieur de ce programme-là, c'est le constat qu'il y a peu de financement pour les projets en développement ou avant-projet. Il y a beaucoup de financement pour ce qui est de faire lever de terre un projet, pour de la brique et du mortier, mais tout ce qui est de préparer le projet immobilier, c'est difficile d'aller chercher des subventions ou du financement pour ça. Il y a aussi peu de financement pour les bâtiments qui n'ont pas de reconnaissance patrimoniale. On juge que les bâtiments existants, ça fait partie d'un patrimoine, même s'ils ne sont pas classés. Et on croit que c'est une bonne chose de s'intéresser à leur changement d'usage, surtout quand c'est pris en charge par les communautés. On a aussi constaté avec le temps la difficulté pour les porteurs de projets d'obtenir un accompagnement professionnel multidisciplinaire et intégré pour les premières étapes. C'est difficile pour un groupe qui n'a pas d'expertise en immobilier de savoir vers qui se tourner, comment être accompagné puis être outillé afin de faire les premières étapes qui vont permettre de faire un dossier de projet et d'aller chercher le financement nécessaire et le montage financier pour réaliser ces projets-là. Et aussi, il y a une réalité, c'est que c'est la grande complexité des projets de requalification collective. On sait, là, adapter un bâtiment existant pour un changement d'usage, le faire en respectant le patrimoine et en ayant en objectif de répondre aux besoins du milieu, c'est pas évident, surtout quand il y a plusieurs parties prenantes autour de la table. Et donc, ça, c'est un problème en général et on est convaincu que ce programme-là pourra un peu permettre de créer des boîtes à outils ou des expertises qui vont permettre de défricher cet enjeu-là et d'être meilleur à requalifier notre patrimoine et nos bâtiments existants. Et donc, tout ça est mené au projet du parc qui vise à requalifier les bâtiments au site sous-utilisés pour des projets collectifs avec 2 objectifs. Premièrement, outiller. L'idée, c'est d'outiller les organismes locaux, leur donner les outils que nous, les membres de l'ESSA, on a développés avec le temps pour être en capacité de transformer ces bâtiments-là et de le faire par et pour les communautés. Le deuxième objectif, c'est de promouvoir l'expertise de nos membres et faire en sorte que c'est ça, des projets d'aménagement et de requalification de bâtiments soient plus valorisés et qu'on puisse aider à faire connaître l'économie sociale et tous les services en aménagement de nos membres. Je passerai la parole ensuite à Alexis pour parler un peu plus des détails techniques et mécaniques du programme. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail l'appel à projet.
qu'on vous propose, donc avec en premier les grands éléments qui le définissent. Donc, le premier élément qui est important, c'est la date limite de dépôt. Donc, vous avez jusqu'au 7 mars 2024 pour déposer un projet. Le deuxième élément, c'est qu'on va accompagner 5 projets, donc par des entreprises d'économie sociale en aménagement. Ça va être fait à la suite d'un jumelage. Donc, ça, c'est un élément qui distingue un peu notre appel à projet de d'autres types de projets de ce genre. Troisième élément, c'est un accompagnement d'une durée de 7 mois. Donc, l'accompagnement que vous avez en tête doit être possible à réaliser dans 7 mois. Donc, des fois, on a des projets qui sont peut-être pas rendus à pouvoir réaliser un type d'accompagnement en 7 mois. Donc, c'est de garder ça en tête. Puis, la dernière partie, c'est le financement. Donc, ce qu'on vous propose dans le cadre de l'appel à projet, c'est une aide financière d'une valeur de 42 000 pour un accompagnement d'une valeur au minimum de 60 000 avant les taxes, puis on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, si on rentre un peu plus en détail, tout d'abord, c'est les types d'organismes qui sont admissibles à l'appel à projet. Donc, il y a les municipalités et les MRC, les conseils de bande, les communautés CRI, Inuit et Naskapi, les organismes à but non lucratifs, et les coopératives. De plus, pour être admissibles, les organismes doivent être constitués légalement en vertu des lois du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada. Deuxième élément, c'est les types de projets admissibles. Donc, le projet doit porter sur la requalification d'un bâtiment ou d'un site avec plusieurs bâtiments vacants ou sous-utilisés. Les services demandés pour les études, c'est au niveau de la planification ou de l'avant-projet. L'organisme doit être propriétaire de l'immeuble visé ou posséder une lettre d'intention d'achat ou une offre d'achat. Il y a une petite nuance, notamment si vous voulez faire une étude sur plusieurs bâtiments sous-utilisés. Donc, il y a des municipalités qui ont déjà posé la question, qui veulent faire un petit peu plus un plan d'action sur plusieurs bâtiments. C'est possible, mais il faut avoir une lettre de chacun des propriétaires qui vient valider que c'est possible de le faire sur leur bâtiment. Donc, on veut juste s'assurer que le propriétaire du bâtiment est au courant qu'il y a une étude qui est faite sur son bâtiment ou son immeuble. Ensuite de ça, le projet de requalification doit avoir une portée collective. Donc, on comprend que le projet ne peut pas être majoritairement non résidentiel. Et finalement, le projet doit se situer dans la province de Québec. Une autre particularité des types de projets qui sont admissibles, donc le bâtiment ou le site, donc le bien qui est à l'étude, n'a pas besoin d'avoir une valeur patrimoniale reconnue. Donc, ça pourrait être, par exemple, une école primaire d'un village qui n'a pas de reconnaissance, ça serait admissible. Pour détailler un petit peu plus l'appel à projet, en quoi il constitue, en fait, c'est un accompagnement qui est fait sous plusieurs aspects. Le premier, c'est un soutien dans la structuration des besoins, donc qui est fait par un diagnostic qu'on va expliquer un petit peu plus loin. Le deuxième, c'est donc un jumelage avec au moins 2 entreprises d'économie sociale selon les besoins identifiés. Troisièmement, c'est un accompagnement par au moins 2 entreprises d'économie sociale d'une valeur de 60 000 $. Puis finalement, il y a aussi un accès à une communauté de pratique avec les 5 projets qui vont être retenus. Donc, les services qui sont disponibles, quand vous remplissez la demande pour avoir accès à l'appel à projet, vous devez identifier c'est quoi les services dont vous avez besoin. Donc, voici une liste un peu des différents services que les membres de l'ESSA offrent. Donc, il y a notamment au niveau de la communication, de la participation citoyenne et de la mobilisation, au niveau de l'architecture, la gestion immobilière, la gestion de projets en aménagement, au niveau des finances, au niveau de l'ingénierie, au niveau de l'analyse territoriale et les autres études, design de services, puis finalement l'aménagement intérieur et extérieur. Il faut juste préciser au niveau de l'aménagement intérieur et extérieur que, en fait, c'est des aménagements qui sont légers, donc ça ne peut pas être des projets de rénovation ou construction, puis que le matériel peut être inclus. Donc, on vient quand même vous préciser que les services qui sont proposés dans le cadre de l'appel à projet, ça ne peut pas inclure les plans et devis architecturaux et les travaux de construction. Donc, c'est des éléments à garder en tête. Pour rentrer un petit peu plus en détail dans le jumelage, parce que des fois, comme c'est un petit peu différent des autres programmes, je pense que ça vaut la peine de peut-être préciser cet aspect-là. Donc, souvent, quand vous faites souvent, pour les appels à projets, souvent, on va avoir une offre de service en amont qu'on va déposer, puis on va se faire, ça va être l'offre de service qui va être évaluée. Dans notre cas, comme on sait que des fois, c'est difficile d'identifier le bon donneur de service, le bon professionnel pour l'endroit où on est rendu dans notre projet, ce qu'on vous propose, donc, c'est un jumelage.
Donc, suite à un diagnostic pour valider les objectifs et les besoins identifiés, donc ce diagnostic-là va être réalisé par un suivi téléphonique quand le projet va être sélectionné. Donc, les 5 projets sélectionnés vont être appelés, puis on va juste venir valider est-ce que c'est bien ça qu'on a saisi. Ce que vous avez besoin, c'est tel service en communication. Donc, vous voulez faire une participation citoyenne ou vous voulez avoir un programme fonctionnel et technique. Donc, on va venir vraiment bien identifier les besoins que vous avez. On va présenter les différents projets retenus aux différentes entreprises d'économie sociale lors d'un événement pendant lequel des équipes vont être formées pour répondre aux différents besoins identifiés pour chaque projet. Donc, il va y avoir des fiches qui vont être faites pour les projets retenus où on va dire, bien, par exemple, il y a 50 que c'est des services davantage en architecture, un 20 en participation citoyenne, puis un 30 en communication. Donc, par la suite, les entreprises vont dire, ah ben moi, je peux donner ce service-là, puis ils vont se former ensemble ils vont former ensemble des équipes. Ils vont par la suite faire les offres de services conjointes selon leur domaine d'expertise. Puis ensuite, vont le proposer au projet bénéficiaire. C'est possible qu'il y ait aussi un ajustement entre l'organisme bénéficiaire puis les ESSA au niveau de l'offre de services. Donc, si par exemple, il y a des éléments que l'organisme bénéficiaire qui avait pas percolé à travers le diagnostic, ça pourrait être ajusté. Puis finalement, quand l'offre de services convient à tous, il va y avoir donc l'acceptation de l'offre de services puis la signature de la convention de subvention. Donc, c'est comme ça à peu près que fonctionne le jumelage. Donc, c'est une façon un petit peu différente de faire l'attribution de contrat, mais on pense que ça permet d'aller chercher des aspects différents puis intéressants aussi pour aller trouver le meilleur professionnel pour répondre aux services. Au niveau de la sélection des projets, je vais vous présenter rapidement les critères qui vont être utilisés par le jury qui est le jury est composé de personnes indépendantes dans le cadre du projet. Donc, ils viennent de différents milieux. On a des gens notamment de l'UMQ, la FMQ, la CPRQ. Donc, il y a des gens de différents milieux qui vont être présents. Les critères donc, sont les bénéfices sociaux du projet, la qualité et la faisabilité du projet de requalification, l'appui local et régional, la qualité, la clarté, la précision des documents présentés. Il va également y avoir un élément au niveau de la représentation régionale du Québec, puis une diversité dans les types de services offerts. On voulait vous présenter quelques exemples de projets, peut-être pour vous inspirer ou pour vous montrer qu'est-ce qui se qualifie bien dans le cadre de l'appel à projet. Donc, il y a notamment un regroupement d'organismes locaux qui a acquis un ancien couvent et souhaite l'occuper collectivement d'en faire une maison d'innovation sociale. Un OBNL s'est mobilisé autour d'un projet de requalification d'église de leur village et souhaite définir de nouveaux usages afin de développer un plan d'affaires pour procéder à l'acquisition. Ça pourrait être aussi un organisme culturel local qui a acquis un ancien camp de vacances qui souhaite l'aménager afin d'y développer une programmation culturelle et sociale, ou encore une municipalité qui s'est fait céder une gare inoccupée, puis plusieurs terrains adjacents, puis qui veut réfléchir à un plan directeur pour développer le site. On arrive maintenant au nerf de la guerre, la question financière. Donc, dans le cadre du programme, ce qu'on vous propose, c'est une aide financière d'une valeur de 42 000 pour une valeur d'accompagnement de 60 000 Le 60 000 c'est un montant qui est fixe. C'est le montant minimal de la valeur de l'accompagnement. Mais si jamais vous voulez donner davantage au niveau de la contribution, c'est possible. Donc, le 42 000 se décline de 2 façons. La première, c'est une subvention de 36 000 Donc, c'est des montants qui vous seront versés directement. Puis, la deuxième partie, c'est un apport privé des entreprises accompagnatrices de 6 000 qui va se refléter sous la forme d'une réduction des honoraires de 10 Donc, avec cette aide financière, en fait, l'organisme bénéficiaire doit fournir un apport de 18 000 plus les taxes. Et également, on a une petite particularité, c'est que 6 000 de ces 18 000 $-là doivent provenir d'apports privés. L'apport privé peut venir de différentes sources, notamment, ça peut être de fondations privées, ça peut être, si par exemple, vous avez accès à un fonds qui vient des jardins ou ce type ça peut être aussi du sociofinancement. Si vous êtes une municipalité, si c'est un montant qui provient de votre fonds de roulement ou qui est prévu, c'est également de la part privée, c'est-à-dire tout le montant va être de la part privée. Donc, il y a cet élément-là à considérer quand même.
Peut-être, Alexis, Oui. juste un petit point de clarification. Quand on disait que c'est minimum de 60 000 l'accompagnement, mais ça peut être plus, dans le sens où si vos services sont plus grands que 60 000 et vous auriez ajouté d'autres services, mais disons, la valeur financière de la subvention va rester de 42 000, mais ça pourrait être un plus gros mandat que 60 000. Ça serait à vous. Vous pouvez préciser notamment dans le formulaire pour répondre, c'est mentionné si vous voulez donner un montant supplémentaire. Mais si par exemple, vous avez déjà une enveloppe de prévu d'un certain montant, vous pourriez dire, ben, moi, je vais mettre l'enveloppe complète pour avoir un accompagnement plus grand. Mais sinon, de base, c'est vraiment un accompagnement d'une valeur de 60 000. Puis finalement, pour pouvoir appliquer, donc comme je vous disais, il y a un formulaire qui est en ligne, qui est sur le site de l'ESSA. Vous avez jusqu'au 7 mars 2024 pour le remplir. Si jamais vous voulez voir aussi les questions que vous devez compléter dans le guide du demandeur, en annexe, il y a l'ensemble des questions qui sont demandées sur le formulaire. Donc, vous pouvez les consulter, préparer vos réponses pour pouvoir y répondre. Puis également, juste vous spécifier qu'il y a quelques documents à fournir, notamment si vous êtes propriétaire du bâtiment, donc l'acte de vente, qui nous prouve que vous êtes le propriétaire. Sinon, comme on le mentionnait, une lettre d'intention d'achat signée ou une offre d'achat. Voilà. Puis également, si vous êtes un EBNL, vos lettres patentes et règlements généraux et tout autre document qui nous permettrait de mieux comprendre le projet. Donc, par exemple, si vous avez déjà fait des études, nous les fournir et tout ça. Donc, en résumé aussi, au niveau de l'échéancier, donc, comme je vous disais, la date limite, c'est le 7 mars. La sélection au niveau du jury va être réalisée au niveau de la mi-mars. Le diagnostic, donc pour confirmer les besoins qui vont avoir été identifiés, c'est au niveau de la semaine dans le 18 au 22 mars. Puis après ça, il va y avoir les activités de jumelage, la rédaction des levées de service, la signature de convention vers la fin mars, début avril. Puis finalement, donc, les accompagnements devraient commencer de la mi-avril et finir vers la mi-novembre. Donc, comme je disais, des accompagnements de 7 mois. Donc, ça vient compléter notre présentation générale. On avait reçu quelques questions déjà en amont à travers le Ici, formulaire. peut-être, là, il y a Lily qui a une question en live, OK. puis après, on pourrait aller vers les questions des personnes dans le formulaire. Lily, à vous. Merci. Peut-être que ça va être dans les questions reçues aussi, mais quand le jumelage va se faire, exemple, si dans le cadre de projet, on est déjà quand même avancé dans le processus, puis il y a déjà des intervenants qui ont été décidés qu'on ne leur enlèvera pas leur projet, finalement, leur contrat. Est-ce qu'il y a possibilité de matcher avec des gens pré-impliqués ou il faut vraiment y aller dans la banque de gens que vous suggérez? Donc, c'est vraiment dans la banque de gens qu'on suggère s'ils sont déjà membres de l'ESSA. En fait, c'est que les membres de l'ESSA qui peuvent répondre. Là, ils pourront mentionner qui sont. Par contre, il faut que ça soit un offre de service. Il faut que ce soit des services qui ont déjà été commencés à être donnés. Je sais pas si ça. Mais par exemple, s'il y a déjà des professionnels engagés, puis ce que vous demandez, c'est des services qui sont complémentaires, clairement, il pourrait y avoir un arrimage ou une discussion faite avec eux pour être sûr que les services soient complémentaires. Puis il pourrait avoir des rencontres organisées entre ceux que vous avez déjà mandatés et ceux qui auront été sélectionnés en fonction de leur Parce que c'est ça expertise. le plus difficile, en fait, c'est l'arrimage il y a tellement de monde impliqué dans des gros projets comme ça, c'est comme de réussir à mettre tout le monde autour de la même table. Je me disais, bon, est-ce que ça va se pouvoir quand même? Mais je pense qu'il y a de l'ouverture. Tout est De- possible, Lily. Quand on OK. veut, on peut. Ça, je le sais. Voilà. Mais c'est ça, le plus Merci, d'informations que Lily. vous mettez dans la demande, comme ça, nous, on pourra, lorsqu'on va faire le diagnostic déjà, une rencontre, ben, ça va permettre de bien comprendre c'est quoi ces services que vous avez déjà, puis quels vous devriez ajouter. Puis ça va être clairement présenté après lors de l'activité de maillage. Super, merci. Je vais passer la parole à Sophie. Juste avant, il y a Ibrahim dans le chat qui dit est-ce que la municipalité doit faire une contribution pour la subvention de 42 000? Je vais laisser Alexis répondre ou Philémon. En fait, si la municipalité et la personne qui fait la demande, je ne sais pas si c'est ça comme. En fait, donc, si la municipalité fait la demande, elle doit faire la contribution donc de ce qui est De demandé 18 000, c'est ça. de 18 000 plus les taxes. Parce qu'en fait, les taxes sont pas admissibles Sauf que quand c'est la municipalité qui fait la demande, si ce n'est pas un montant qui provient d'un autre type de subvention, c'est considéré comme de la part privée. Excellent. Donc Ibrahim, c'est pas 42 000, c'est 18 000 minimum Oui, comme, comme participation. le 42 000, c'est l'aide financière qu'on vous fournit. Donc, pour une valeur de 60 000,
Nous, on vous donne une subvention de 36 000, puis les entreprises d'économie sociale vont vous donner un apport privé de 6 000. Donc, il va y avoir 18 000 à payer par organisme bénéficiaire, plus les taxes qui sont à peu près de 9 000 environ. Excellent, merci Alexis. J'espère que ça répond à votre question, Ibrahim. Sophie Charlebois, à vous. Oui, bonjour. Ma question est la suivante. Donc, si je comprends bien, l'appel à projet, en fait, notre projet peut constituer différentes étapes qui pourraient s'amalgamer et donc profiter des services, même peut-être de une ou deux firmes de la subvention. Oui, mais en fait, c'est Oui. ça, l'objectif. Tous les projets vont être, les accompagnements professionnels, ça va être composé de minimum 2 organisations, sinon plus. L'idée, un des objectifs, c'est de permettre aux membres de l'ESA de travailler ensemble, puis de partager des expertises, puis d'avoir une meilleure force de frappe, puis une complémentarité en termes d'expertise. Donc, dans le diagnostic, nous, on va évaluer les besoins de votre projet en volet. Il va y avoir un pourcentage associé. Et ensuite, les différents membres de l'ESA, les professionnels, vont pouvoir proposer leur candidature au service en fonction de leur expertise et des pourcentages. Donc oui, il peut y avoir plusieurs expertises qui est demandées, puis on va s'adapter en fonction de où vous êtes rendu dans le projet. Ah, d'accord. Donc, c'est pas tellement nous qui identifions exactement quelles sont les étapes, mais plutôt quels sont nos besoins. Exactement. Si vous êtes sélectionné lors du diagnostic, on va vraiment s'assurer de voir si c'est bien les étapes que vous avez en tête, puis aussi en fonction de ce que nous, Ah, on sait des étapes types, peut-être vous orienter vers certains services. Mais c'est ça. Oui. Dans le formulaire aussi, donc on vous demande de sélectionner les services qui vous intéressent. Donc, par exemple, que vous avez besoin. Donc, c'est communication, gestion financière, tout ça. Puis on vous demande aussi, c'est quoi l'objectif général? Donc, si vous dites, ben, nous, on est rendu à telle étape, là, ce qu'on veut réaliser avec l'appel à projet, c'est d'être suffisamment outillé pour pouvoir aller cogner aux portes de tel endroit. Tu sais, si vous pouvez nous l'expliquer, nous, en fait, ça va nous permettre de bien saisir, OK, donc vous avez besoin de ça pour vous rendre là. Il y a ça aussi, là, quand on vous demande d'expliquer vos besoins, là, c'est vraiment, nous, on a besoin de saisir, vous êtes à quelle étape, vous voulez aller où avec cet appel à projet-là, puis c'est en fonction des services que vous avez identifiés. Puis j'ajouterais à ça, il y a dans le site web une section sur les expertises, où il y a les différents services. Quand vous cliquez sur ces services-là, vous allez voir les organisations qui offrent ces services-là. Je vous invite peut-être à aller regarder les fiches de ces organisations-là ou peut-être même les sites web pour voir un peu quel type de projet ces organisations ont déjà fait. Ça peut peut-être vous donner une idée de quel service vous pourriez demander. merci Ça beaucoup. répond à vos questions, Sophie, oui? Oui. Génial. Petite question par Julie Girard. Nous venons tout juste d'envoyer une demande de NEQ au registre des entreprises. Si nous n'avons pas de réponse avant le 7 mars, pouvons-nous tout de même déposer un projet et fournir le NEQ dès que nous le recevons? Oui, vous pouvez peut-être juste nous le spécifier dans une des cases, là, parce que je pense pas que c'est en ce moment c'est possible dans la façon dont le formulaire est rempli, mais juste le spécifier quand vous dites qu'on vient de faire la demande au NEQ ou nous fournir dans les documents en fait référence votre confirmation du NEQ comme quoi ça a bien été reçu, ça devrait être suffisant. Merci beaucoup. Raphaël Benoît, à vous. Oui, en fait, nous, on est un nouvel OBNL, puis dans le cadre d'une reconversion là, d'église, puis avec pas de budget vraiment, là, on est vraiment tout nouveau. Puis en fait, on se questionnait par rapport à la compatibilité avec les programmes du CPRQ. Je ne sais pas si vous connaissez probablement. Euh, Puis est-ce que ça peut être, est-ce qu'ils sont compatibles? Parce que, tu sais, assumer de notre part un 18 000 est quand même assez considérable. Il faut aller en sociofinancement, etc. Il va falloir se trouver des bons partenaires généreux. C'est ça. Fait que si c'est compatible, puis c'est quoi les similitudes ou les différences entre les deux programmes? C'est une très bonne question. Donc, malheureusement, on pense que c'est pas compatible pour plusieurs raisons. La première, il y a une question de temporalité. Les demandes au niveau du CPRQ, normalement, c'est finissent autour du 29 mars. Donc, ça, c'est un premier élément. Puis, la façon dont les demandes au CPRQ fonctionnent, vous devez fournir des offres de services, en fait, en amont. Alors que nous, ce qu'on vous propose, c'est le jumelage. Puis comme on vous a montré, en fait, les moments où est-ce que les offres de services vont être disponibles, ça va être un petit peu plus tard que le 29 mars. Donc, pour cette raison-là, ça ne fonctionne pas vraiment au niveau du timing, là, malheureusement. Là, et ça ne fonctionne pas. Le CPRQ aussi risque de pouvoir financer beaucoup plus d'organismes, en fait, sur les questions
d'églises, juste parce que leur enveloppe est plus grosse. Donc, si vous avez des projets, ça peut être, surtout là, parce qu'en fait, ils prennent que les églises qui sont citées aussi, là, souvent. Donc, si c'est votre cas, ça se peut que le CPRQ, ça soit un choix plus judicieux, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'argent. L'autre élément avec le CPRQ, c'est que c'est pas tout à fait le même pourcentage, là. Je pense que c'est 75% des dépenses qui sont admissibles. Donc, peut-être que ça vous laisse un plus grand temps. Puis, c'est aussi, c'est souvent sur des délais un petit peu plus longs que nous, ça doit être réalisé en 7 mois. Aussi, j'en profite, Alexis, pour dire si jamais vous avez besoin d'offres de services pour justement appliquer au CPRQ, vous pouvez aller regarder dans les listes d'expertise des ESA, regarder les organisations ou peut-être même nous écrire si jamais vous voulez, nous, qu'on vous mette en contact avec des organisations membres de l'ESA qui seraient enthousiastes à préparer une offre de service en vue de l'application au CPRQ. Selon vos besoins aussi, là, parce que c'est sûr que le CPRQ, vous pouvez faire des demandes pour beaucoup de types de projets, là. C'est comme... Donc, si vous êtes capable d'identifier lequel, on pourra essayer de vous ramener vers l'entreprise qui fait ce type de service. OK, super, merci beaucoup. Puis ça dit en passant, pour ceux qui ont des réflexions comme ça sur le financement, j'ai mis dans le lien, puis je vais le remettre dans le chat, le lien vers... les Forces fraîches ont un groupe Facebook exclusivement avec des gens intéressés par les projets de revalorisation de bâtiments patrimoniaux. Fait que c'est vraiment un groupe d'intelligence collective avec du monde qui ont porté des projets à différents niveaux de maturité. Il y a des gens qui sont très avancés, des gens qui commencent. Donc, c'est vraiment un endroit pour justement poser des questions. Est-ce que vous feriez ça à ma place, etc. Puis recevoir des idées de la communauté. Fait qu'hésitez surtout pas à les utiliser. Petite question dans le chat par, excusez-moi, la Société du Parc Jean-Drapeau. Premièrement, est-ce qu'une société paramunicipale se qualifie pour l'appel de projet? Puis en deuxième question, est-ce qu'il y a d'autres appels à projets prévus dans l'année? Je peux répondre à la première question. Oui, ça se qualifie. En fait, Parfait. c'est considéré comme, on va le considérer comme une municipalité ou sinon, ça rentre dans la catégorie OBNL, là. Je pense que la Société Jean-Drapeau se qualifie à ce titre-là. Puis pour ce qui est de, est-ce qu'il y en aurait un deuxième? Est-ce que Je les j'imagine ai. que si ça fonctionne bien, vous allez essayer d'en avoir un deuxième, genre? Ben, cette année, là, c'est ça, l'idée, c'est la première fois qu'on fait cet appel à projet-là. On sent par votre enthousiasme et le nombre de présences qu'il y a vraiment un engouement pour ça. Puis on croit que suite aux accompagnements, on va avoir des bons arguments pour peut-être aller cogner à la porte des ministères et dire il y aurait une volonté ou un besoin pour répondre à cet accompagnement pré-projet pour reconduire le programme. Mais a priori, le programme, le PSES, c'était seulement cette année. Mais le but, c'est de bâtir des outils et peut-être aller trouver des arguments pour reconduire le programme l'année prochaine. C'est notre intention. Excellent, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Ariane Vaillancourt, à vous. Oui, bonjour. J'imagine que ça ressemble à plusieurs questions qui tombent dans le chat aussi, là. Moi, en ce moment, je travaille sur un projet de revitalisation d'une chapelle, mais sous la tutelle d'une municipalité pour l'instant parce que l'OBNL n'a pas encore été créé, est en train de se créer. Est-ce que c'est possible que la municipalité dépose, parce qu'on a déjà déposé avec la municipalité au volet hub de la CPRQ, justement, là, mais est-ce que c'est une chose qui est possible de déposer avec la municipalité puis de tranquillement transférer pour l'OBNL côté légal, là, où on fait comme la question du NEQ, puis on vous spécifie que l'OBNL est en train de se créer? Est-ce que c'est la municipalité qui est propriétaire? Pour l'instant, c'est la municipalité qui est propriétaire, mais en ce moment, l'OBNL, le comité de la chapelle, est en train de c'est ça, oui. Donc, la municipalité est propriétaire. Donc, la réponse est oui. Si la municipalité est propriétaire, puis en fait, vous pouvez aussi nous spécifier que dans ce cas-ci, vous voulez vous voulez créer un OBNL. C'est des éléments aussi intéressants pour nous au niveau justement de l'apport local puis la portée collective. Parfait. J'avais une autre question aussi par rapport à l'argent, le 18 000 plus taxes, qui est quand même pas négligeable. Est-ce qu'il faut démontrer qu'on a accès à cet argent-là ou on démontre nos motivations de comment aller chercher cet argent-là d'ici le 7 mois, ou est-ce que vous avez besoin de 18 000 au début ou à la fin? Vous comprenez ma question, je pense. C'est la deuxième option. En fait, on vous demande un peu de dire comment vous pensez aller chercher cet argent-là. Si vous l'avez déjà, vous pouvez nous le spécifier, mais sinon, on vous demande effectivement de nous dire comment est-ce que vous pensez aller chercher. Un autre élément, c'est dans le guide du demandeur. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais on vous parle aussi des moments des versements. Donc, le moment où on vous demande le plus d'argent de votre contribution arrive un peu plus tard. Donc, où la première partie à devoir
lors du premier versement, je pense qu'on vous demande juste de payer les taxes sur le 18 000, puis c'est vraiment progressivement que vous arrivez à payer le plus de montants que ça va pas. Donc, vous avez plus de temps pour aller chercher les fonds. OK. Puis j'ai une dernière question. On a identifié les besoins et tout ça, mais c'est vraiment, j'imagine que on identifie les besoins qu'on pense, mais après ça, dans l'observation de tout ça, j'imagine qu'il y a une conversation avec nous aussi parce que l'idée, c'est justement d'accompagner dans des prises de décision ou dans les besoins. Donc, C'est ça. Comme on vous dit, l'idée là, dans le formulaire, c'est quand même pour vous de nous expliquer au maximum qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous pensez que c'est pertinent et tout ça. Si vous êtes sélectionné, il va y avoir effectivement une activité de diagnostic qui va permettre de pousser un petit peu plus loin la réflexion. merci. Puis si je peux ajouter, Merci. lors de l'activité de maillage, avoir une réflexion entre les essais pour voir c'est quoi la meilleure méthodologie, les meilleures étapes. Et donc, l'offre de service qui vous va être présentée, c'est aussi une stratégie en fonction de ce qu'on a compris de vos besoins. Ça marche. Merci, Ariane. Alexis, est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran, question Oui. qu'on voit les participants, Parfait. s'il vous plaît? Petite question dans le chat par Amélie Brière. Et si les services que nous souhaitons faire coûtent finalement en bout de ligne moins de 60 000 quelles sont les options possibles? Je pense que ça veut dire, est-ce que le 18 000 par exemple, disons que les services total coûtent 50 000, c'est-tu quand même 18 000 de financement par l'organisme ou c'est un ratio? C'est vraiment 18 000 le minimum. Donc, en fait, c'est si, par exemple, ce qu'on va faire, nous, c'est lors de la rédaction de l'offre de service, c'est que si vous avez mentionné d'autres éléments, on va juste s'assurer peut-être d'aller chercher un service en plus qui va nous permettre d'arriver à une valeur de 60 000. Par exemple, il y aurait possibilité d'aller sous-traiter une étude de code pour ajouter un peu au dossier de projet afin qu'à la fin de l'accompagnement, vous soyez un peu plus près de la prochaine étape. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à votre question, Amélie. Noémie Fortin-Brunet, à vous. Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi aussi, je travaille pour une municipalité. Puis nous aussi, on travaille sur une requalification d'église, puis on travaille sur une citation pour le bâtiment. On pensait aussi déposer au CPRQ. Dans le sens, ce qu'on pensait faire, c'est déposer à l'ESSA, puis si ça ne marche pas, déposer au CPRQ. Mais à la lumière de ce que vous venez de dire, au fait que les CPRQ ont plus d'argent pour les églises, tout ça, est-ce que ça vaut la peine qu'on dépose à l'ESSA? Est-ce qu'on va être pas disqualifié, mais moins prise en compte parce que vous allez vous dire, ah ben, ils peuvent aller chercher d'autres argent ailleurs. Non, en fait, mais c'est plus peut-être, vous pouvez réfléchir aussi, au niveau du CPRQ, peut-être réfléchir à, moi, la stratégie, si j'étais vous, c'est les éléments qui sont essentiels pour vous, aller faire la demande à la CPRQ, au CPRQ. Si vous avez d'autres étapes que vous êtes comme, hey, ça serait vraiment le fun si ça fonctionne, là, je les mettrais dans les salles. En fait, c'est parce que c'est que ça vous donne aussi accès à d'autres éléments. Mais vous avez quand même plus de chances au niveau des églises, en tout cas, moi, c'est ce que j'en comprends, d'aller chercher du financement au niveau du CPRQ pour une étude. Fait que aussi, si c'est, par exemple, on a certains types de services qui ne sont pas admissibles à l'ESSA. Si vous êtes, par exemple, je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que les études géotechniques sont admissibles? Ça ne l'est pas en ce moment. On n'a pas d'entreprise qui l'offre. Si, par exemple, ça, pour vous, vous savez que c'est un élément qui est essentiel, nous, si on ne l'offre pas, ben, peut-être que là, ça vaut la peine de le faire avec le CPRQ. Fait que c'est aussi de voir stratégiquement, comme on vous dit, je ne sais pas si vous avez assisté au webinaire du CPRQ, mais ils mentionnaient que normalement, ils sont capables de financer presque l'entièreté des gens qui font pour le volet 1 là, au niveau. Donc, ça peut être une façon. Aussi, c'est vrai que ce n'est pas toujours nécessairement les mêmes pourcentages, donc qui sont remboursés. Fait que c'est de regarder un peu ça. Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus stratégique? Et aussi, j'ajouterais à ça, il y a plusieurs membres de l'ESSA qui ont travaillé à des projets de requalification d'église dans le cadre des programmes du CPRQ. Et à la fin du formulaire, il y a une question, est-ce que vous souhaitez, si vous n'êtes pas sélectionné, qu'on vous mette en lien ou qu'on fasse un maillage avec des entreprises d'économie sociale et votre projet? Ça pourrait être la base de peut-être trouver justement une offre de service afin de présenter quelque chose de fort pour le CPRQ. Excellent. Merci beaucoup. Ça répond à votre question. Super. Il y a Joanne dans le chat qui dit que l'incubateur phase 1 du CPRQ subventionne seulement 75 des études. Fait que merci, Joanne. Est-ce que c'est possible, question encore vers Joanne, est-ce que c'est possible de bénéficier d'un jumelage sans aide financière attachée? Je pense que je vais laisser, ça répond un peu à ce que Philémon a dit tantôt, là. Je laisse réagir.
Ben oui, effectivement, si vous remplissez le formulaire, là, vous pouvez nous spécifier que vous ne voulez pas. On n'avait jamais pensé à cette option-là, mais si pour vous, en fait, est-ce que c'est que vous ne voulez pas bénéficier de l'aide parce que vous voulez payer le 60 000 en entier? Je pense que la question, Non, ça amène. je peux peut-être préciser, là, la question Ouais. venait de moi, en fait, c'est que si de toute façon, c'est pas combinable avec le CPRQ, donc si je comprends, les sous qu'on pourrait recevoir de l'ESA ne peuvent pas être la partie, la contribution du milieu du CPRQ. Donc, si on a déjà une demande qui est acceptée au CPRQ là, pour terminer notre montage financier, on ne peut pas compter sur ESA. Mais est-ce qu'on peut quand même, j'imagine que oui, là, obtenir des services des coopératives en urbanisme ou en architecture ou des choses comme ça? Ben, c'est une Oui, bonne question. Moi, je ne sais pas si tu permets que je réponde, Alexis. oui, Tu vas-y. sais, un des objectifs du programme aussi, c'est de développer au sein de l'ESA une forme de guichet unique, une forme de porte d'entrée où on peut vous mettre en lien, faire des offres de services conjointes et pouvoir un peu vous aiguiller dans ces différentes étapes qui sont des fois complexes d'un projet de développement immobilier. On n'a pas encore identifié le mécanisme. Donc, pour l'instant, j'aurais envie de vous dire peut-être répondez au formulaire et peut-être faire une mention que vous ne pensez pas que ça va être compatible, mais que vous serez intéressé à être mis en lien. Puis nous, on va essayer de, de voir comment on peut vous faire un maillage avec la même forme que l'appel à projet. Par contre, si vous voulez déposer au CPRQ, en raison des délais, je vous encouragerais à nous écrire à parc@commercial-lesa.ca, nous mentionner ces éléments-là, ou sinon de remplir le formulaire en nous spécifiant, parce que sinon, bien évidemment, on va regarder plus vers le 7 mars, c'est que là, ça laisse un petit peu moins de temps. Mais ce serait juste de nous écrire, comme ça, on pourra trouver les meilleures personnes pour vous aider le plus rapidement possible aussi. Merci. Joanne, ça marche? Parfait. Sylvie Barriot, à vous. Petite question. En fait, moi, je suis pour la Ville de Montréal. C'est peut-être comme d'autres villes, là, c'est assez lourd les processus d'octroi de contrat. Donc, je me posais la question au moment à quel moment nous, on va octroyer le contrat. Puis, est-ce que je comprends bien qu'on va avoir comme une convention de subvention, puis nous, on aura une convention contractuelle avec vous. Donc, il y aura comme 2 conventions au total. Puis aussi, ça serait qui la personne ou l'organisme là, avec qui on va faire affaire pour le contrat? Ça, c'est ma première question. Là. Après ça, les 2 autres sont moins compliqués. Là. Parfait. Effectivement, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir une offre de service qui va être fournie par, et donc on vous a dit que c'est au moins 2 entreprises d'économie sociale. Il y a quand même une entreprise d'économie sociale qui va être le principal porteur de projet, puis il va y avoir d'autres entreprises d'économie sociale comme sous-traitants. Donc, vous allez recevoir une offre de service qui va avoir été rédigée et quand l'offre de service va vous convenir, en fait, vous allez signer la convention de subvention et l'offre de service va être mise en annexe. Donc, va faire partie de la convention. Et c'est sûr qu'au niveau de l'approvisionnement, ça change quand même beaucoup des modèles plus classiques, mais c'était aussi un de nos objectifs, c'est de réfléchir justement à l'aspect du guichet unique, là. Et parce que c'est des entreprises d'économie sociale, on pense qu'il peut y avoir une plus-value à ce niveau-là. Est-ce que ça répondait bien à la question? Donc, en fait, ça va être l'entreprise d'économie sociale principale qui va répondre à la plus grande partie des besoins identifiés, qui va Donc, déposer le on fait besoin. contrat avec cet organisme principal-là. C'est ça. Après ça, nous, on va en octroi de contrat avec l'offre de service, puis après, on signe la convention de subvention ou c'est l'inverse? Je vous avoue, là, comme c'est la Ville de Montréal, puis c'est au niveau de l'approvisionnement, ça devient un petit peu plus spécifique que peut-être d'autres cas. OK. Va falloir valider. OK, mais on va être pris en charge main dans la main si on est choisi pour Oui. répondre à ces questions-là. OK. Mais c'est... ouais. Puis ma deuxième question, en fait, vous avez dit que c'était pas nécessaire qu'il y ait une reconnaissance patrimoniale, que ce soit des bâtiments existants, mais je voulais savoir, parce que nous, dans notre cas, il y a une reconnaissance patrimoniale. J'aimerais savoir, est-ce que ça joue dans le plus de chances d'être choisi ou pas du tout? Ben, en fait, le patrimoine, comme c'est une reconnaissance qui est collective en général de l'intérêt du bâtiment, ça peut donc jouer au niveau du bénéfice social du bâtiment. Okay. Mais peut-être juste vous préciser qu'en fait aussi, notre objectif dans le cadre de cet appel à projet-là, c'est de venir identifier plusieurs situations. En fait, c'est d'avoir une diversité de projets.
pour OK. pouvoir documenter plusieurs situations. Donc, c'est sûr qu'on va vouloir avoir des bâtiments qui ont une reconnaissance, puis en avoir qui ne l'ont pas, pour voir aussi quel type de problématique, quel type d'enjeux émerge dans ces situations-là. C'est pour ça qu'on vous a parlé d'une représentativité régionale, qu'on vous a parlé d'une représentativité de service. Mais c'est sûr que ce qu'on vise, donc, c'est d'avoir quand même des projets qui qui se différencient pour pouvoir aller chercher le plus d'informations possible sur les réflexions des requalifications de bâtiments. OK, ça répond bien. Dans le fond, c'est pour savoir sur quoi insister là, quand on présente notre projet. Puis la dernière question, super facile, est-ce qu'on peut avoir le PowerPoint d'aujourd'hui? C'est peut-être plus facile d'expliquer à nos gestionnaires là, avec certaines images. Parfait. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Oui, on pourra le mettre sur notre site web. Puis aussi, il y a le guide du demandeur qui est aussi en ligne en ce moment Oui, déjà. Mais on pourra vous mettre effectivement le PowerPoint sans problème. OK, bien merci, c'est très clair les réponses. Merci. Merci Sylvie. Marie Ritchie, à vous. Bonjour. Je me pose la question, est-ce que les projets qui vont être choisis sont seulement des projets qui sont vraiment au début de leur existence ou ça peut être des projets qui sont un peu plus avancés? Juste pour être clair, l'OBNL pour lequel je travaille a déjà investi une église, puis est en discussion pour l'achat de l'église. Puis nous, ce qu'on aimerait faire financer avec cet appel à projet, c'est une étude sur les fondations pour aboutir finalement à l'achat de l'église pour pouvoir poursuivre le projet de centre de création collectif. Mais il y a déjà eu des choses qui se sont faites, il y a déjà eu des travaux qui ont commencé dans l'église pour certaines parties des espaces. Est-ce que ça reste admissible comme projet ou est-ce que c'est comme trop avancé? Donc là, Ben, à mon avis, vas-y, Philémon. OK, ben, à mon avis, c'est éligible parce qu'en fait, c'est une étude. Ce qu'on ne voulait pas faire rentrer là-dedans, c'est plus ce qui était aux pré-construction, donc plans et devis ou même construction. Donc là, si l'objectif, c'est de faire un modèle économique, un montage financier, puis d'aller voir c'est quoi le transfert de propriété, puis le modèle de gouvernance qui va permettre à votre abonné locataire de devenir propriétaire gestionnaire en ayant une vision à long terme, ça, c'est éligible. OK, C'est fait assez. OK, on parlerait plus d'un plan d'affaires que d'une étude. Nous, ce qui nous intéresse en ce moment, c'est vraiment d'étudier l'état des fondations de l'Église pour pouvoir à Et terme l'état des faire un fondations, plan. OK, j'avais compris fondation plus comme financement. Oh Donc, non, c'est non, vraiment une des étude fondations technique. des tiers. OK, ben, en fait, dans les exercices de l'ESA, il n'y a pas d'ingénieur spécialisé en structure. Ben, en fait, oui, il y en a une, mais je ne sais pas si c'est leur expertise. C'est quand même assez niché, là, les fondations d'un bâtiment comme ça. Donc, si c'est vraiment une étude technique, ce ne serait pas éligible, mais si c'est vu de façon plus large, comme la préparation à l'acquisition, puis le modèle d'affaires, modèle de gouvernance pour la suite, là, ça serait éligible. Si vous voulez nous écrire cette question-là par rapport à un service comme très spécifique, là, écrivez-nous à Parc. On pourra revalider avec les ingénieurs juste pour valider est-ce que c'est un service qu'ils offrent ou non. OK, ça marche, merci. Si Marie, dans le chat, il y a Stéphanie Martin qui demande dans les pourcentages de qualification de projet, est-ce un avantage supplémentaire que d'obtenir l'appui de la municipalité associée au projet présenté à l'ESA? Oui, donc il y a quand même une grande partie que c'est l'appui local et régional au projet qui est demandé. Donc, si vous pouvez prouver que vous avez l'appui de votre municipalité, c'est tant mieux. Excellent. Merci beaucoup. Vanessa Sorin, à vous. Bon, je m'excuse, j'ai 8 minutes avant le début d'une autre rencontre et puis je vais parler de nouveau du Conseil du patrimoine religieux. Alors, je me demandais si je laissais peut-être plus la place à d'autres. Comme vous voulez. Pardon? Ben, comme vous voulez. J'y Soit vous vais. y allez, voilà. J'y vais vite. Nous aussi, du coup, je comprends que c'est préférable. On est un OBNL qui explore l'achat et la requalification d'une église, mais j'entends que c'est peut-être préférable pour nous d'aller vers le Conseil du patrimoine. Mais je trouvais ça intéressant, le service d'aiguillage, parce qu'on doit faire en ce moment des offres de services. Puis le rôle que vous avez de clarifier avec nous les besoins pour aller chercher les soumissionnaires les plus pertinents. Je trouvais ça intéressant. Puis aussi la communauté de pratique. Alors, je sais qu'il y a Force Fraîche, mais je me demandais si on ne dépose pas chez vous, est-ce qu'on peut vous écrire pour vous faire part un peu des besoins, éventuellement nous référer vers des
des entreprises de l'ESA qui pourraient répondre à ça pour qu'on puisse déposer au Conseil du patrimoine. Puis après, qu'on continue de partager nos expériences au Conseil du patrimoine, puis vous, avec les 5 que vous aurez, pour voir un peu les bonnes pratiques, comment on peut continuer de mutualiser nos parcours qui vont être un peu en simultané. Mais c'est une bonne question. Nous, c'est notre intention d'avoir cette offre-là, de pouvoir vous aiguiller, vous accompagner, puis vous orienter vers les bonnes organisations qui puissent ensuite faire des offres de recherche conjointes. Comme je vous dis, on n'a pas encore le mécanisme pour ça, puis c'est vraiment dans la to-do. On sent que c'est un besoin. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Alexis, mais je vous dirais remplissez le formulaire en spécifiant ça. Nous, ça va être de la bonne matière première ensuite pour le traduire auprès des membres d'ESA et d'organiser peut-être une activité de maillage. Il y a plusieurs comme ça formulaires qui spécifient, non pas pour l'appel à projet, mais pour le maillage et avoir une offre de service conjointe. On pourrait organiser une activité spécifique à ça, donc un deuxième atelier de maillage hors du programme, mais pour vous permettre de vous aiguiller et d'avoir des offres de service en main pour l'appel du CPRQ. Merci. Merci beaucoup. Une question dans le chat. Si le droit de propriété est consenti par amphithéose, peut-on déposer? Oui. Oui, juste en fait, c'est encore une fois nous fournir l'entente, puis quand même peut-être, si c'est possible, l'amphithéose, souvent c'est fait avec la municipalité. Je ne sais pas si c'est le cas en ce moment, mais juste d'avoir une lettre d'appui de la municipalité qui dit qu'il n'y a pas de problème de faire l'entente. En fait, c'est ça, comme je dis, l'idée, c'est d'éviter d'avoir des situations où le propriétaire n'est pas au courant qu'il se passe quelque chose sur son terrain. Excellent. Alexis, Philémon, si vous voulez mettre votre courriel ou le courriel où est-ce qu'on peut vous rejoindre dans le chat, question de pouvoir vous rejoindre rapidement. Sean, à vous. Oui, bonjour pour la municipalité de Brigade. Donc, bonjour. Nous, on n'est pas encore propriétaire du bâtiment. Je me demandais au niveau de la lettre d'intention, à quel point ça doit être précis? Est-ce que ça doit être une offre d'achat en bonne et due forme? Est-ce qu'une simple lettre d'appui là, pour l'appel de projet, ça peut fonctionner? Est-ce qu'on doit souligner des services en particulier? Une lettre d'intention d'achat, souvent, ça peut être quand même relativement simple. C'est une lettre où le propriétaire dit que oui, il comprend qu'il y a une intention de faire l'achat, de vendre le bâtiment à votre organisme. Puis en fait, c'est vraiment une façon, ça ne le lit pas légalement, mais en fait, il doit faire preuve de bonne foi. Donc, s'il le dit, c'est parce que si toutes les situations comme le permettent, c'est ce qui va arriver. Mais ça ne l'oblige pas à vous vendre si jamais. Il y a des exemples de lettres d'intention d'achat qui sont disponibles sur Internet. Donc, ça peut être ça. Ou sinon, ça peut être vraiment... voilà. Donc, en fait, dépendamment qui est le propriétaire. OK. Donc, ça ne doit pas être nécessairement un droit de premier refus ou c'est simplement une lettre d'intention de bonne foi? C'est ça. OK, parfait. En nous expliquant parfait. que, bien évidemment, en nous expliquant que c'est un processus qui dure depuis longtemps, vous êtes rendu à cette étape-là et tout ça. OK, OK, parfait. Vous avez répondu à la question tantôt par rapport au NEQ, s'il n'est pas encore arrivé. J'imagine que c'est la même chose pour les lettres patentes. Oui. Merci de ta question, Sean. Bonne chance. Question de Céline Bézil. À Lyon-Nous est un organisme qui veut requalifier une ancienne école vacante depuis 2007. Nous n'avons pas encore de lettre d'intention de la commission scolaire Lester B. Person, mais elle est au courant de nos souhaits d'acquérir. Sommes-nous admissibles? Il faut quand même, donc là, dans ce cas-ci, il faut quand même qu'il y ait... en fait, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait une lettre d'intention de la part de la commission scolaire qui dit que oui, ils ont l'intention de vous vendre. Si vous n'êtes pas propriétaire, si vous n'avez pas de lien direct avec ça fonctionne. Vous n'êtes pas admissible. Merci, Alexis. Ibrahim, à vous. Ibrahim, est-ce que vous êtes toujours là? On va revenir à vous tantôt. Éric, Oui, à vous. est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Ibrahim. À vous. Oui, merci David. En fait, c'est au nom de la ville de Témiscamingue. Donc, je reviens toujours par rapport à la contribution financière. C'est sûr qu'avec mon conseiller municipal, ils vont me poser plein de questions par rapport à ça. Fait que nous, on travaille présentement sur un projet de requalification de l'ancien bassin de mise en charge de Témiscamingue. Donc, en lien avec la contribution de 18 000, est-ce que ça va être juste un engagement que le conseil
va prendre en disant qu'il va faire une contribution de 18 000 ou bien c'est un paiement pécuniaire que le conseiller doit faire? Lors de la demande, vous avez juste à nous dire comment vous allez le faire, mais vous devez vraiment débourser au final 18 000 plus les taxes. 18 000 plus des taxes. Donc là, on le donne à qui? C'est destiné à qui? Parce que par rapport à votre Donc, montage financier, vous avez juste fait donc, l'exemple de 60 000. C'est un peu flou pour moi. OK, Juste à me donc, clarifier dans ce sens parce que j'aurais vraiment besoin de cette réponse pour pouvoir passer donc l'autorisation d'aller déposer une demande d'aide financière par rapport à ce programme. Donc, quand il va avoir, il va avoir une offre de service une offre de service qui va vous être soumise, puis une convention Mhm. de subvention qui va être signée aussi, qui va dire donc les éléments en lien avec comme les différents éléments spécifiques à l'entente. Vous allez Mhm. payer l'argent aux personnes qui vous ont fait l'offre de service. Donc, c'est aux professionnels. Donc, ça reviendrait au moment où est-ce que l'offre de service est signée, ça revient à avoir fait une attribution de contrat à un professionnel. Je ne sais pas si ça clarifie. Oui, est-ce que ça peut être, un carnet d'adresse, un carnet de santé du bâtiment quand on parle d'autres professionnels? Ça pourrait être Ça, la c'est un des réalisation d'un services qui carnet de pourrait être santé? possible. Oui, OK, parfait. Donc, le maximum que la municipalité va déposer, ça va être 18 000 plus des taxes. c'est ça. Les taxes, c'est des taxes sur 60 000. Par contre, vu que les taxes sont pas admissibles. OK, excellent. Donc, Répond à la effectivement, question quelqu'un a de. mis Ouais, le montant, là, c'est effectivement autour de 27 000. OK, ça. voilà. Ça répond à votre question, Ibrahim? Oui, parfait, mon cher. Merci beaucoup. Éric, à vous. C'est juste un complément de précision par rapport à à la question de Shane. La lettre d'intention, si nous, on travaille avec une fabrique pour la requalification d'une église, mais est-ce que ça doit être libellé tel quel qu'il faut que ça ait l'intention de nous vendre à l'organisme ou ils peuvent avoir l'intention qu'il y ait des études de faisabilité de reconversion de l'église, etc. Et que si celles-ci sont concluantes, il pourra y avoir transfert. Tu sais. Et faut-tu vraiment qu'ils s'attachent parce que c'est ce bout-là que ça peut être un peu plus complexe dans notre cas. Là. C'est une très bonne question. Ben, j'ai l'impression que si vous vous êtes à l'étape de monter le projet, puis d'avoir un projet qui se tient, vous n'avez pas encore fait cette étape-là, c'est normal que la fabrique soit peut-être que son intention soit conditionnelle à l'atteinte de certains objectifs et à vous déposer un projet qui est cohérent et qui est viable. Qu'est-ce que tu en penses, Alexis? J'ai l'impression que c'est quand même réaliste. Sinon, c'est vrai que si vous venez d'être créé, une lettre d'intention, même si ça ne les lie pas légalement, ça peut faire peur à certains. Mais effectivement, ça peut être une d'intention spécifiée. Et là, la nuance que je veux mettre, c'est juste au niveau des critères d'évaluation. Quand on parle de la faisabilité du projet à terme, je pense que c'est là où ça vient jouer. Mais vous pourriez le déposer en ayant cet élément-là au niveau de la lettre d'intention. Oui, ben c'est ça. C'est juste parce que souvent, les gens, on leur explique en accéléré, ils ont 2 semaines pour produire une lettre d'intention, il faut que ça aille au diocèse, puis ils se disent, hey, on est en train de vendre notre église en 2 semaines. Et il y a comme ce bout-là là, ça va comme tilter. Là. Fait que c'est pour ça que le libellé, je voulais juste m'en assurer. OK. Ben, merci beaucoup, c'est Merci. bien apprécié. Merci, Éric. Écoutez, il est 13h02. Beaucoup d'entre vous là, sont bien occupés aujourd'hui. Donc, je propose à Alexis Philémon, mot de la fin. Ben, déjà, on est vraiment enthousiaste de vous voir aussi nombreux. Puis on est aussi content de voir que vous êtes intéressés, oui, par le programme, mais peut-être par les services qu'offrent les membres de l'ESA. Comment est-ce qu'on peut aussi, comme les entreprises d'économie sociale peuvent jouer un rôle dans les projets de requalification partout au Québec. C'est un des objectifs du programme. Et donc, restez connectés. Je vous invite à aller aussi aimer la page Facebook de l'ESA où on y met les récentes activités. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire à parc@lesa.ca. On l'a mis aussi dans le chat, mais ça peut être une occasion, si vous n'avez pas eu l'occasion de poser votre question, si vous voulez préciser certains éléments qu'on a mentionnés. Sur ce, merci énormément, Alexis Philémon, pour votre présence. Merci à tous de votre présence et bravo pour ce que vous êtes en train de faire. On le sait que ce n'est pas facile, mais comme vous voyez, vous n'êtes pas seul. Fait qu'hésitez pas à demander de l'aide à vos contemporains. Le groupe Facebook, comme je vous disais, est à votre disposition. Le lien est dans le chat.
Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous souhaite que du bon. Faites attention à vous. Au revoir. Merci.